Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à INRIA Sophia Antipolis Méditerranée pour cette fête de la science 2020, édition spéciale. Donc nous avons le grand plaisir de vous présenter Jean-Pierre Merlet. Donc Jean-Pierre est directeur de recherche à INRIA et responsable de l'équipe projet Héphaïstos. Et donc il va nous présenter donc ses recherches qui consistent notamment à développer des dispositifs robotisés, d'assistance robotisée. Donc grand merci à lui pour cette intervention et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et Jean-Pierre y répondra tout à l'heure. Merci. Merci Dorian. Donc mon exposé aujourd'hui va s'attacher à un problème qui est un petit peu au cœur de la robotique, qui est la manipulation d'objets. De nombreuses tâches vont nécessiter de manipuler des charges, parfois lourdes, parfois sur de grandes dimensions, par exemple une centaine de mètres. Par exemple dans l'industrie, pour la construction de bâtiments, la construction de ponts, pour le nettoyage, pour la cobotique dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais on peut aussi avoir des applications dans le domaine de la santé, par exemple, pour manipuler les patients, pour les aider à se lever, à marcher. Et là aussi, je reviendrai sur ce sujet lors de la présentation. Alors pour faire cette tâche, je vous propose d'utiliser le robot qui est devant moi, qui bien sûr ne ressemble pas au robot dont vous avez l'habitude. C'est pas un robot hollywoodien, c'est pas anthropomorphe. Comment ça marche? Eh bien, en fait, la charge qu'on va manipuler, c'est ce bidon. Ce bidon pèse environ 50 kg et il est attaché à 4 câbles. Chacun de ces câbles part vers des poulies qui sont placées en haut de ce mât, puis redescendent pour s'enrouler et se dérouler sur un treuil qui est ici caché. Et c'est avec l'enroulement coordonné des 4 câbles qu'on va arriver à imprimer un mouvement au bidon qui va pouvoir monter, descendre, aller d'avant en arrière et de gauche à droite. Et donc, en fait, susceptible d'aller dans n'importe quelle direction. Ce type de choses, ce type de robot s'appelle des robots parallèles à câbles. Vous voyez que c'est un mécanisme extrêmement simple. Il y a ici pas d'intelligence artificielle, juste de la bonne vieille mécanique, un petit peu amiche sur les bords. La manipulation que vous allez voir concerne une application agricole. Il s'agit, dans une vigne, de se balader dans les travées contenant les plants et de balader une tête de mesure qui est susceptible de détecter si un plant est malade ou non. Et si le plant est malade, de déverser sur ce plant et uniquement sur celui-là un produit phytosanitaire qui va permettre de résoudre le problème de la maladie. Alors vous voyez toute l'application et l'intérêt économique pour le vigneron. On diminue beaucoup la quantité d'intrants puisqu'on ne traite que les plants malades et pas les plants sains. Donc économie pour le vigneron et bien sûr préservation de l'environnement. Il y a aussi des avantages cachés. Par exemple le fait qu'actuellement ces dispersions sont faites avec des tracteurs, des machines lourdes qui compactent le sol. Et ce compactage est nuisible à la vie. Et il y a aussi, bien sûr, l'avantage, c'est que cette machine, elle est autonome, elle ne nécessite pas l'intervention du vigneron pour faire le traitement, qui est donc un intérêt. Alors, comme je vous l'ai dit, ce mécanisme est extrêmement simple. Mais en fait, cette simplicité mécanique cache une grande complexité scientifique et qui pose de grands problèmes dont certains ne sont pas encore résolus actuellement. Alors, pour en illustrer un, je vais vous poser une simple question. J'ai ici 4 câbles. La question que je vais vous poser, comme je l'ai dit, je contrôle ce robot en contrôlant la longueur des câbles. Pour contrôler cette longueur des câbles, il faut la mesurer. Or, nous avons un système mécanique qui n'est jamais parfait et donc la mesure de la longueur de ces câbles n'est jamais exacte. En l'occurrence, sur ce prototype, on mesure cette longueur avec une précision de l'ordre de 2 cm. Et ma question est, sous ces hypothèses, sous ces conditions, est-il possible d'avoir le robot avec les 4 câbles tous tendus
et de déplacer le bidon tout en maintenant ces 4 câbles d'enduit pendant le déplacement. Donc maintenant, je vais me retirer de la scène et vous allez voir le robot bouger. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous allons faire une démonstration à échelle réduite du traitement de la vigne. Nous n'allons pas disperser de produits phytosanitaires. Nous allons disperser une poudre de verre qui va se déposer au sol, ce qui nous permettra de voir la trajectoire. Donc, je disparais de la scène pour lancer et mettre le robot en marche. Le robot va démarrer dans 3 secondes. Et actuellement, il est dans une position de repos qui nous permet de mettre de la poudre de verre dans le bidon. Et là, il se dirige vers la première travée. Et vous devez avoir à l'écran une image qui montre en pointillé la trajectoire que doit suivre le robot et en bleu la trajectoire qu'il suit réellement. Voilà, nous venons de commencer le dépôt. Nous avons détecté des plants malades et le bidon a ouvert la vanne pour détecter et verser le produit. Là, ça s'est arrêté, le plant est sain, donc pas de traitement. Là, à nouveau un plant malade et donc on produit la dispersion. Alors, dans mon introduction, je vous ai parlé d'applications potentielles. En fait, l'installation que vous voyez, elle n'est pas dédiée à l'application agricole, elle est en fait dédiée à une exhibition artistique. L'artiste, qui s'appelle Anne-Valérie Gasque, désire utiliser cette machine comme une imprimante 3D où on va construire couche après couche un mur avec cette poudre. Mais bien sûr, comme il n'y a pas de liant dans la poudre de verre, au fur et à mesure qu'on ajoute des couches, le mur se déconstruit. Je vous incite à aller sur le site qui s'appelle Vitrification de l'artiste, qui explique le sens de sa démarche artistique. Alors, on a parlé des applications potentielles. Ce matin, Serena Ivaldi a parlé de cobots, de robots qui viennent aider les humains à réaliser des tâches. Eh bien, typiquement, cette machine ici a un intérêt comme cobot, dans la mesure où elle est puissante, c'est un auxiliaire de force, mais elle n'est pas dangereuse, car les câbles ne sont pas dangereux pour l'être humain. C'est donc une espèce d'esclave musclé, mais qui n'a pas la dextérité, la flexibilité d'un humain. J'ai aussi parlé d'utilisation pour la santé, en mentionnant le fait que cette machine peut être utilisée pour manipuler des malades. Mais c'est aussi un auxiliaire précieux pour les aidants qui s'épuisent lors de ces manipulations de malades. Pour vous donner une idée, un malade atteint du Covid intubé nécessite pour être déplacé 6 personnes. Et donc, cette machine pourrait remplacer une partie de ces personnes, voire l'intégralité de cette personne. D'ailleurs, je vous incite aussi à regarder la partie médiathèque de notre site web du projet Héphaïstos, où vous verrez effectivement un robot de ce type manipulé, en l'occurrence des mannequins, pour amener un tétraplégique de son lit à sa chaise roulante. Bien sûr, cette assistance a comme objectif de renforcer l'autonomie en termes de mobilité de ces personnes fragiles, de leur redonner de la fierté. Maintenant, je voulais parler d'une autre application qui est hélas d'actualité pour la région de PACA. En fait, un des objectifs premiers que nous avions en termes applicatifs quand nous avons fait notre premier prototype était d'en faire une grue de secours pour les catastrophes naturelles du style tremblement de terre, inondation. Et donc on a développé un premier prototype pouvant soulever une charge de 2,5 tonnes, pouvant se déployer dans une région de 100 mètres par 100 mètres et dont le poids total, énergie comprise, était de 200 kg, réparti en 10 sacs à dos de 20 kg. Donc permettant à une équipe de sauveteurs d'amener sur site à pied cette grue de secours. Alors à pied, et oui à pied, parce que comme nous l'avons pu le voir récemment, l'utilisation de routes ou de camions est fortement compromis
dans ce genre de circonstances. Le robot est déployable en 10 minutes et il a l'intérêt d'offrir une possibilité de déplacement beaucoup plus riche que les grues classiques. Car ce type de robot peut bien sûr monter et descendre, aller de gauche à droite et de l'avant en arrière, mais aussi tourner la charge. Et c'est en fait nécessaire lorsqu'on fait du dégagement de victimes dans un tremblement de terre, où on travaille sur des décombres qui sont enchevêtrés. Et dégager une victime ensevelie, ça revient à prendre une partie des décombres, de la faire bouger dans différentes directions, éventuellement de la faire tourner, pour procéder à gagner les quelques centimètres qui manquent pour dégager la victime ensevelie. Alors bien sûr, là aussi, vous verrez sur notre site web le robot en situation, puisque nous l'avons déployé pendant 6 mois en extérieur sur un espace qui fait 75 mètres de long, 35 mètres de large et 25 mètres de hauteur. Vous verrez qu'il réalise différentes tâches de sauvetage, par exemple pour le canyoning, en cas d'accident sur l'autoroute. Alors bien sûr, il s'agit d'un dispositif expérimental qui est non certifié et donc pas déployable dans la réalité, mais vous verrez sur les vidéos que nous sommes très proches d'une bonne faisabilité industrielle, modulo qu'un partenaire puisse et ait envie de nous aider à industrialiser ce prototype. Alors nous avons réalisé actuellement sur le robot en route, donc vous voyez les trajectoires en suivi rangé, on a dispersé le produit, parfois on s'est arrêté, là on a réalisé 80% de la trajectoire, le robot doit revenir à sa position de départ initiale. Alors j'ai mentionné déjà des applications, mais en fait, il faut dire que vous avez déjà vu un robot de ce type. Vous l'avez vu à la télé, si vous regardez des matchs de foot ou de rugby. Vous avez peut-être remarqué que pendant ces événements sportifs, il y a des moments où on voit la caméra qui est juste au-dessus de la tête des joueurs. Eh bien, en fait, ces vues-là sont obtenues avec un robot parallèle à câble qui s'appelle le Skycam, avec lui aussi 4 câbles déployés sur le stade en entier et qui est une des applications les plus simples de ce type de robot. Je vous ai parlé aussi de nettoyage. Nettoyage, par exemple, de surfaces vitrées de grande dimension. Par exemple, la pyramide de Louvre. Vous pouvez imaginer que c'est une opération qui est extrêmement problématique à réaliser. Eh bien, ce type de robot pourrait très bien être déployé à poste, se déploierait la nuit pour nettoyer la surface et se rendre invisible le jour pour ne pas gêner les visiteurs qui viennent visiter le Louvre. Donc, vous voyez, là, ici, on s'est rapproché de la fin de la trajectoire. Maintenant, le robot retourne vers sa position de repos. Et dès que c'est fait, je pourrai retourner sur scène pour répondre à vos questions. Voilà, je reviens sur scène. Et je vous donne tout de suite la réponse au quiz que je vous ai posé. Est-il possible d'avoir les 4 câbles tendus? La réponse est non. La réponse est non, et je vais vous l'illustrer sur un exemple très simple. Supposons que l'on ait effectivement 3 câbles tendus. Et que l'on mesure, par un système approprié, la position de ce point d'attache des 4 câbles, que je vais appeler le point B. Donc on connaît cette position. Le 4e câble, qu'est-ce qu'on peut dire sur sa longueur? Eh bien, la longueur doit être la distance entre ce point B et le point au sommet du mât, près de la poulie. Donc cette longueur est totalement fixée. Ça veut dire que, pour tendre le câble, cette longueur doit être exactement égale à cette distance, ce qui veut dire que je dois contrôler avec une précision infinie la longueur de mon câble pour que les 4 câbles soient tendus. Et bien sûr, dans la pratique, ça n'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, on contrôle la longueur des câbles à 2 cm près. Si mon câble est trop long, eh bien, il va être détendu. Mais si mon câble est trop court, que va-t-il se passer? Eh bien, on va faire l'expérience. Voilà, j'ai un câble actuellement, j'ai effectivement une situation où j'ai 4 câbles tendus, 3 câbles tendus. Ceci, c'est voilà. Celui-ci, manifestement, est détendu. Eh bien, je vais supposer que le déplace à la bonne longueur pour le tendre. Regardez ce qui se passe sur le câble qui est à ma gauche.
Dès que ce câble est passé en tension, celui que je tiens, celui-là est passé en position détendue. Ça veut dire que tout ce qu'on peut dire, c'est que lors d'un déplacement, il y aura toujours au plus 3 câbles tendus. Jamais. Sauf de manière épisodique et on ne saura pas quand. Alors vous allez me dire, quelle importance? Eh bien, imaginez que le robot, le bidon que nous avons ici, pèse 120 kg. Si je suppose que les 4 câbles sont tendus, la charge va se répartir sur les 4 câbles. Et 120 kg, 4 câbles, ça fait à peu près 30 kg par câble. Et je vais dimensionner mon système en disant, OK, il perd 120 kg, je mets des câbles qui résistent, disons, à 35 kg, et je suis tranquille. Oui, mais comme c'est 3 câbles seulement qui sont tendus, 120 kg divisé par 3, ça fait 40 kg. Et donc, mon câble à 35 kg n'est pas suffisamment résistant pour porter la charge et va donc casser. Vous voyez une importance pratique pour ce type de calcul, de ce problème purement théorique d'apparence. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, une question sur justement le nombre de câbles. Alors ici, tu nous as fait une expérimentation avec 4 câbles. Est-ce que parfois, on pourrait utiliser moins de câbles tout en ayant voilà, les mêmes ça répondrait même besoin, ou parfois, au contraire, il faudrait utiliser plus de câbles parce qu'il y aurait des choses à faire en plus. Voilà. Alors, le nombre de câbles, c'est qu'on veut pouvoir se déplacer partout dans cette pièce. Si je n'en mets que 3, eh bien, vous voyez que si je dépasse cette diagonale ici, où il y a les 3 câbles qui tiennent, eh bien, il me faudrait un système qui tire pour aller dans cette partie de l'espace. Donc, avec 3 câbles, je vais ne couvrir que la moitié de la pièce. Cette partie triangulaire, celle qui est devant moi. Avec 4 câbles, je vais couvrir l'intégralité de la surface. Mais avec la disposition que j'ai ici, je ne contrôle pas les orientations de la charge. Vous voyez, elle peut tourner et je n'ai aucun contrôle là-dessus. Dans la grue de que j'ai mentionnée, j'ai été indiqué que pour dégager les décombres, il était nécessaire de pouvoir tourner la charge. Et pour cela, alors on peut montrer qu'il faut au moins 6 câbles. Et dans le prototype que nous avons déployé à l'extérieur, qui est en fait basé exactement sur le même matériel, nous avions effectivement 6 câbles permettant de transporter cette charge de 2,5 tonnes. Donc pour contrôler tous les mouvements possibles d'une charge, en fait il faut adapter le nombre de câbles selon les besoins de la tâche. Ici, ils ont besoin pas des orientations, 4 câbles c'est très bien. S'il faut une orientation, il faudra rajouter un câble au minimum. Et si on veut la complète, c'est 6 câbles. Voilà. Merci beaucoup. Alors une question encore sur les câbles. Est-ce que la longueur des câbles va avoir une influence? Est-ce que si par exemple on doit avoir dans une salle où on des câbles plus longs, est-ce qu'on va être moins précis? Est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose? Est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce qui varie en fonction de la longueur? D'accord. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que cette installation, comme je vous l'ai dit, elle est prévue pour être modulaire. Les treuils que nous avons ici peuvent emmagasiner jusqu'à 120 mètres de câbles. 120 mètres de câble nous permet de couvrir un espace de 100 mètres par 100 mètres. Alors, est-ce que la grandeur de l'espace va influencer, par exemple, la précision du robot? La réponse va être une réponse de Normand, je pourrais presque dire de breton, de phare breton, car tout va dépendre de la géométrie. En particulier, ce qui est important, c'est la hauteur des câbles. Plus on a des mâts de hauteur importante, plus la précision du robot va être grande. Donc, pour vous donner une idée chiffrée, actuellement, le dispositif que vous avez vu, en termes de pression, en termes de hauteur, et la précision de hauteur est de l'ordre du millimètre. En termes de translation, dans ces directions horizontales, de l'ordre dans le cas le pire, entre 5 mm et 1 cm. Le robot que nous avions déployé en extérieur, donc de taille beaucoup plus impressionnante, avait une précision de l'ordre de 3 cm dans les déplacements horizontaux et environ de 2 cm en déplacements verticaux. Ce qui pour une tâche de sauvetage est largement suffisant. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Skycam marche très bien, parce que c'est le genre de tâche où on n'a pas besoin d'une précision diabolique. On doit être au-dessus des joueurs, mais qu'on soit 1 mètre à gauche ou à droite n'a pas vraiment d'importance pour le cadrage, d'autant que la caméra elle-même peut bouger.
Donc la précision n'a pas d'intérêt. Par contre, ce qui est important, c'est la charge. Merci. Alors, question sur les drones. Quel est l'avantage par rapport à un drone? Est-ce qu'il y a des applications où les deux seraient envisageables? Et donc, quels seraient les avantages et les inconvénients? Alors, c'est une très bonne question. Oui, effectivement, ça peut être une solution, par exemple, à cette histoire de monitoring de vignes. Mais il nous faut bien voir qu'un temps de vol d'un drone, c'est 15 minutes. D'accord? Et que la charge transportable par un drone n'est pas de 50 kilos, loin s'en faut. Donc, un système comme ça, en fait, se substitue au drone. Maintenant, elle nécessite une infrastructure, elle nécessite des mains. L'intérêt des drones, c'est qu'on n'a pas besoin d'infrastructure. Et il y a des collègues américains, mais c'est aussi commencé à être étudié ici en France par des collègues voisins, où on va essayer de combiner les avantages des deux systèmes. Un drone n'est pas assez puissant pour soulever la charge, ça n'est pas important. On va en prendre 3. Et ces trois-là, on va attacher des câbles, et ce sont ces câbles qui vont s'accrocher à la charge. Donc, la charge va être transportée par une flottille de drones. Ça permet de résoudre le problème du poids utile. Et globalement, ce qu'on peut montrer d'un point de vue théorique, c'est que le fait que ça soit des drones, et avec des câbles de longueur fixe, ou que on change la longueur des câbles, le problème du contrôle est exactement le même. Donc oui, c'est une solution adaptée à l'application qui serait nécessaire. Merci. Alors, dans le cas de 6 câbles, quelle serait la disposition de ces 2 câbles supplémentaires? Alors, dans le cas où on veut avoir les orientations, et c'est pour ça qu'on met 6 câbles, le simple changement qu'il y aurait à faire sur ce système, c'est de ne plus attacher les câbles au même point. On va avoir donc 6 points distincts d'attache sur le bidon, sur lequel vont s'attacher les 6 câbles. Et ça peut se comprendre. Imaginez que vous voulez tourner le bidon autour de cet axe ici. Si vous avez un câble ici et un câble ici, l'un tirant, l'autre lâchant, vous voyez que le bidon tourne. Si on veut tourner, alors ça c'est beaucoup moins compréhensible, avec le même dispositif, c'est très paradoxal et anti-intuitif, on peut aussi tourner autour de l'axe vertical. C'est très surprenant, mais c'est comme ça que ça marche. Donc 6 câbles, c'est vraiment pour les orientations. Alors bien sûr, on peut adapter les géométries pour différents critères de performance. Voilà. J'attends la question suivante. Merci. Alors, quel est le coût d'un dispositif de robot à câble? Alors, de quoi ça dépend? J'imagine de la longueur des câbles. Qu'est-ce que tu peux me dire? Non, le coût des câbles dans le coût d'un robot à câble n'est pas vraiment un facteur déterminant. C'est clairement la motorisation et les treuils. Alors, je ne peux pas vous les montrer. Ce qu'il faut voir, c'est que nos treuils, en fait, ce n'est pas nous qui les avons fabriqués. On s'est contenté d'utiliser des treuils de qualité que nous avons achetés 50 € pièce. Ils ont déjà un moteur, on l'a jeté pour le mettre un des nôtres. C'est la seule différence. Donc, nous avons ici 4 treuils. 4 x 50, ça fait 200 €. Nous avons un petit peu d'électronique, dont le coût total doit avoisiner 70 €, plus un ordinateur de contrôle, qui en l'occurrence pourrait très bien être un Raspberry à 30, 40, 50 €. Donc vous voyez une somme totale, si je ne compte pas les mâts, une somme totale qui est de l'ordre de moins de 200 €. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est aussi un mécanisme simple. Je vous ai parlé de ces applications de santé. Avoir à domicile chez une personne âgée un dispositif de cette nature, qui est susceptible de disparaître au plafond lorsqu'elle n'est pas utilisée, mais qui est aussi susceptible de se déployer pour aider une personne âgée à se lever, par exemple pour aller aux toilettes, et y aller seul. Et évidemment, quelque chose qui serait excellent pour l'autonomie de la personne et pour sa fierté. C'est un lieu où on doit aller, et on n'a pas forcément envie d'y aller accompagné. Et c'est aussi une tâche pénible pour l'aidant, qui doit, plusieurs fois par jour, aider à soulever des poids qui peuvent être importants, ce qui n'est pas très bon pour sa propre santé. Merci. Alors, j'ai une autre question. Donc, sur les applications, justement, alors on voit des grues de chantier qui soulèvent avec un câble des grandes charges. Alors, est-ce qu'il a déjà été envisagé, justement, d'utiliser plusieurs câbles? Parce qu'avec un câble, j'imagine que
les grutiers doivent être vraiment très très forts avec une grande expérience pour manipuler et puis déplacer des grandes charges de manière très précise. Mais est-ce que justement avec 2 câbles, ça leur facilitait pas la vie et pourraient faire encore plus de choses? Alors je sais pas, est-ce que tu peux me dire là-dessus? Mais alors, les grutiers ne sont pas des gens très forts. Les grutiers sont des gens très, très, très forts. Ils ont en particulier un problème à régler qui est le problème du balancier. C'est ça. Et ça, c'est un mouvement extrêmement dangereux pour la stabilité de la grue et très dangereux pour les travailleurs qui sont à proximité de la charge transportée. D'accord ? Mettre plusieurs câbles est justement un moyen d'éviter ces oscillations. Par exemple, avec 3 grues et une bonne disposition des points d'attache sur la charge à transporter, on va quasiment neutraliser totalement les vibrations de la charge, mais aussi on va permettre de manipuler des charges plus lourdes. Une grue manipulant 1 tonne, 3 grues, c'est 3 tonnes. Alors évidemment, le calcul est un peu plus compliqué que ça, mais je ne suis pas loin de la vérité. Donc on obtient un système qui est beaucoup plus puissant, facile à déployer, et qui réduit les problèmes de sécurité dus aux oscillations de la charge. Donc oui, c'est une possibilité qui n'a pour le moment pas encore été utilisée. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc je crois que voilà, c'est la fin de ton intervention. Merci beaucoup. Merci à Sophie Antipolis, aux équipes pour l'organisation. Alors je conclus en voilà, vous rappelant qu'il y a une table ronde à 18h30, donc qui concerne les sciences du numérique face aux défis environnementaux. Donc voilà, on vous attend tout à l'heure à 18h30. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à votre équipe.